Les discussions ne sont pas gagnées par des cris, elles sont gagnées avec calme. Celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille, même s'il pense que crier démontre du pouvoir. La vérité est autre. Le respect naît lorsque tu réponds avec fermeté sans perdre ta sérénité. Dans un monde où tout le monde cherche à s'imposer par la force, celui qui sait garder son calme est vu comme quelqu'un qui ne se plie pas, quelqu'un qui maîtrise la situation. Pense à ceci. Les insultes sont oubliées, les cris se perdent, mais une réponse claire, ferme et sereine reste gravée dans la mémoire. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour te faire entendre, tu as besoin de caractère. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Marc Aurèle disait que la force réside dans le fait de te dominer toi-même. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent, mais comment nous répondons. Et Sénèque savait que rien ne désarme plus un adversaire que de nous voir imperturbables. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à gagner des discussions, mais à les affronter avec intelligence émotionnelle. Il s'agit d'utiliser des phrases et des attitudes qui, appliquées dans la vie quotidienne, t'aident à protéger ta dignité, à établir des limites et à maintenir ta paix intérieure sans céder à la provocation. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas de la théorie. Ce sont des outils pratiques pour faire taire l'autre sans recourir à la violence. Parce que la véritable autorité n'est pas bruyante, elle est ferme. La véritable force n'est pas dans l'imposition, mais dans l'inspiration du respect avec sérénité. Et quand tu apprendras à le faire, tu verras qu'il n'y a pas de discussion capable de te briser. 1. Réponds calmement, pas avec des cris. Un océan déchaîné semble avoir plus de force qu'un lac tranquille, mais quand la tempête arrive, la mer se heurte à elle-même et se roule jusqu'à perdre sa clarté, tandis que le lac, bien que silencieux, reflète parfaitement tout ce qui l'entoure. C'est ainsi que fonctionne le contrôle dans une discussion. Celui qui crie, s'agite et cherche à s'imposer par le bruit devient cette mer chaotique qui se frappe contre ses propres vagues. Mais celui qui choisit de répondre calmement devient ce lac qui, dans sa sérénité, montre une force inébranlable que l'autre ne peut ignorer. Lorsque quelqu'un élève la voix contre toi, la réaction automatique est de répondre de la même manière, de rendre le cri, d'augmenter le ton comme si la force résidait dans le volume. Mais tout ce que tu fais, c'est entrer sur le terrain de l'autre et t'épuiser dans un jeu où personne ne gagne. Les cris ne convainquent pas, ils ne font que saturer. La personne qui crie croit qu'elle contrôle, alors qu'en réalité elle montre sa plus grande faiblesse, l'incapacité de se maîtriser elle-même. Celui qui répond calmement ne signifie pas qu'il est faible ou qu'il accepte l'humiliation. Cela signifie qu'il sait que son pouvoir réside dans le fait de ne pas laisser l'autre décider de sa réaction pour lui. Épictète l'a expliqué clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais ce que nous pensons d'elles. Et dans une discussion, ce qui détermine ton niveau de grandeur n'est pas ce qu'ils disent, mais comment tu choisis de répondre. Une réponse calme, ferme et claire coupe comme une lame invisible qui désarme l'autre. Quand quelqu'un te crie dessus en espérant que tu perdes le contrôle et voit que tu restes calme, il sent que son attaque rebondit sur un mur impénétrable. Ne te trompe pas, il ne s'agit pas de rester silencieux ou de permettre qu'on te marche dessus. Il s'agit de répondre avec un ton serein, avec des mots qui clarifient ta position, mais sans leur donner ta paix. Un « je comprends ton point de vue, mais je ne vais pas crier » pèse plus que 1000 insultes. Une phrase ferme dite calmement a un impact qu'aucun cri ne peut atteindre. Le calme au milieu de la tension est une arme psychologique. Il déstabilise, met mal à l'aise et oblige l'autre à affronter son propre manque de contrôle. Si l'autre crie et que tu ne cries pas, il se voit lui-même comme quelqu'un de débordé face à quelqu'un qui garde son sang-froid. C'est là que naît le respect. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'inspires. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Ne pas imiter son bruit est ta victoire. Et Sénèque rappelait que la colère se punit toujours elle-même.
Laisse l'autre s'épuiser dans sa tempête pendant que tu restes solide dans ton calme. C'est ainsi qu'un homme ou une femme de caractère démontre qu'il ne se rabaisse pas au niveau de ceux qui cherchent un conflit bon marché. Pratiquer cela n'est pas facile, car l'instinct naturel te pousse à te défendre avec le même feu que tu reçois. Mais entraîner le calme, c'est entraîner le pouvoir. Chaque fois que tu réussis à répondre sans crier, tu renforces ton esprit, tu construis du respect et tu enseignes sans mots que ta valeur ne réside pas dans la violence, mais dans la sérénité qui te rend maître de toi-même. Souviens-toi, le cri est un bruit vide qui se perd dans l'air, mais le calme est un écho qui reste dans la mémoire. Et celui qui maîtrise ce calme maîtrise la discussion sans avoir besoin de gagner par la force. 2. Reflète l'attitude de l'autre sans l'imiter. La lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, et pourtant elle illumine toute la nuit. Elle n'a pas besoin de rivaliser, elle n'a pas besoin d'inventer son propre feu. Il lui suffit de renvoyer ce qu'elle reçoit pour devenir impossible à ignorer. Dans une discussion, c'est la même chose. Tu ne gagnes pas en imitant l'énergie de l'autre, mais en la reflétant de manière consciente et stratégique, en lui montrant ce qu'il apporte sans te rabaisser à son niveau. Quand quelqu'un arrive avec hostilité, avec sarcasme ou avec ce besoin de s'imposer à tout prix, ton instinct peut être de répondre de la même manière. Mais cela signifie seulement tomber dans son jeu et devenir une copie de son désordre. La clé n'est pas d'imiter, la clé est de refléter. C'est-à-dire montrer l'essence de son attitude, mais depuis un lieu de calme et de fermeté, où tu contrôles la scène et il est exposé. Pense à ce qui se passe quand quelqu'un crie et que tu réponds avec sérénité. Ce contraste non seulement souligne sa perte de contrôle, mais oblige aussi les autres à remarquer la différence entre un caractère qui déborde et un autre qui reste ferme. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour démontrer ta force. Tu as besoin de refléter la sienne pour qu'il soit clair qui domine la situation. Dans une réunion, par exemple, si quelqu'un interrompt constamment, tu peux répondre avec des phrases posées comme « Je t'écoute, maintenant laisse-moi finir » ou « Je comprends ton point de vue, mais j'ai besoin que tu me laisses parler ». Tu ne l'insultes pas, tu ne l'imites pas, mais tu lui montres exactement ce qu'il fait. Épictète enseignait que personne ne peut te faire du mal sans ton permission. En reflétant l'attitude de l'autre, tu ne cèdes pas ton contrôle, tu l'affirmes. Marc Aurèle rappelait que l'homme fort ne réagit pas par impulsion, mais agit à partir de la raison. C'est l'essence de ce principe. Laisser l'autre se faire piéger dans son propre reflet pendant que tu avances avec sérénité. Le miroir ne change jamais ce qu'il montre, mais il ne se salit pas non plus avec l'image qu'il reçoit. Tu devrais être pareil. Si quelqu'un te parle avec arrogance, réponds avec clarté. Si quelqu'un essaie de s'imposer, réponds avec fermeté, mais sans agression. C'est un jeu psychologique puissant. Tu forces l'autre à voir son propre visage dans ta réponse. Et ce reflet dérange plus que n'importe quel cri. Sénèque disait que la colère se punit toujours elle-même. En reflétant sans imiter, tu permets à l'autre de s'emmêler dans son propre feu pendant que tu restes intact. Cette capacité non seulement protège ta dignité, mais aussi élève ton image devant ceux qui observent. Dans n'importe quel environnement, travail, famille, amis, la personne qui garde son sang-froid inspire toujours plus de respect que celle qui perd la tête. Refléter ne signifie pas se taire ni permettre des abus. Cela signifie répondre avec intelligence. Par exemple, quand quelqu'un te lance des ironies, tu peux répondre avec des phrases comme « Je ne suis pas là pour jouer, parlons clairement » ou si tu veux vraiment communiquer, fais-le sans sarcasme. À ce moment-là, tu n'entres pas dans sa dynamique, mais tu ne cèdes pas non plus ton espace. Tu restes comme ce miroir qui renvoie ce qu'il reçoit, mais depuis un angle qui expose la vérité. La pratique de ce principe renforce ton caractère. Chaque fois que tu l'appliques, ton esprit apprend qu'il n'a pas besoin de se laisser emporter par la provocation. Tu découvres que tu peux te défendre sans devenir une copie de ce que tu affrontes. C'est un entraînement silencieux, mais il transforme la façon dont les autres te perçoivent, comme quelqu'un qui ne joue pas sur le terrain du chaos, mais qui domine le sien.
Reflète sans imiter, réponds sans crier, expose sans tomber dans le piège. 3. Établis des conditions pour le dialogue. Les portes d'une forteresse ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Un appel clair, une autorisation consciente et le respect de certaines règles sont nécessaires pour que quelqu'un franchisse ces murs. Une discussion devrait fonctionner de la même manière. Ce n'est pas un terrain ouvert pour que n'importe qui décharge sa colère. C'est un espace que tu contrôles et dans lequel tu décides sous quelles conditions tu participes. Celui qui établit ces conditions ne protège pas seulement sa dignité, il fait immédiatement la différence entre un conflit sans direction et un dialogue qui peut avoir un sens réel. Au milieu d'une confrontation, la plupart agissent comme s'ils n'avaient pas le choix. Si quelqu'un crie, ils crient en retour. Si quelqu'un presse, ils répondent avec la même intensité. Ils oublient quelque chose d'essentiel. Tu as le droit de décider comment, quand et dans quel ton tu participeras à une conversation. Ce droit est ton bouclier et établir des conditions claires est le moyen de le rappeler. Il ne s'agit pas d'imposer avec violence. Il s'agit de fixer les limites qui préservent ta paix et font comprendre à l'autre que tu n'es pas prêt à jouer sur son terrain. Imagine que quelqu'un s'approche de toi avec agressivité, cherchant à te provoquer. Tu peux répondre par des phrases qui expriment ta position sans tomber dans le piège. Nous pouvons parler, mais pas de cette façon. Si tu veux que je t'écoute, nous devons baisser le ton. Le respect est la condition pour continuer. En prononçant ces mots, tu transformes la dynamique, car tu n'es plus à la merci de son impulsion. C'est toi qui définis le cadre de l'échange. Les stoïciens enseignaient que personne ne peut te faire perdre ta paix intérieure sans ton consentement. Marc Aurèle conseillait de se rappeler que l'esprit est maître de lui-même et que les actions des autres ne doivent pas rompre ton équilibre à moins que tu ne le permettes. En établissant des conditions, tu appliques cette sagesse. Tu décides quelle énergie tu acceptes et laquelle tu rejettes. C'est une façon de dire, sans crier, que ta dignité n'est pas à vendre et que ta tranquillité n'est pas un terrain facile à envahir. Ce principe a un pouvoir psychologique profond. L'agresseur s'attend à ce que tu entres dans son jeu, mais en fixant des conditions, tu le forces à s'arrêter et à reconsidérer. Tu n'attaques pas, tu ne renvoies pas d'insultes, tu montres simplement qu'avec toi, on ne dialogue pas sans respect. Cette pause, ce malaise qui se crée, est le premier signe que le contrôle est de ton côté. Sénèque avertissait que la colère conduit toujours à la destruction de celui qui la cultive. En refusant d'entrer dans un dialogue dans ces conditions, tu protèges non seulement ton énergie, mais tu empêches aussi que le feu de l'autre te consume. Tu apprends à distinguer ce que tu peux contrôler, ta réponse, et ce que tu ne peux pas, son attitude, et cette clarté est ce qui te rend respecté, même au milieu de la tension. Dans la pratique quotidienne, ce principe peut te sauver de conflits inutiles. À la maison, face à un partenaire qui discute avec un ton élevé, tu peux répondre calmement « Je veux parler, mais pas de cette façon ». Au travail, si un supérieur ou un collègue tente de s'imposer avec pression, tu peux fixer ta limite avec respect « Je suis prêt à collaborer, mais pas si nous continuons sur ce ton ». Ces phrases ne sont pas évasives, ce sont des ancres qui montrent que tu participes, mais selon tes règles. Au final, établir des conditions pour le dialogue n'est pas seulement une tactique pour gagner du respect dans les discussions, c'est aussi un acte d'amour-propre. Il enseigne aux autres comment ils doivent s'approcher de toi, et en même temps, il t'enseigne que ta voix n'a pas besoin de s'élever pour être entendue. 4. Apprends à fermer la porte. Un feu peut grandir tant qu'il a de l'oxygène, mais dès que tu fermes l'entrée d'air, il s'éteint. Peu importe son intensité apparente. Il en va de même pour de nombreuses disputes. Elles se nourrissent de l'espace que tu leur donnes, de l'énergie que tu investis et de l'attention que tu leur accordes. Savoir fermer la porte à temps est l'art de leur enlever cet oxygène et de se rappeler que tout conflit ne mérite pas une réponse, car tout conflit ne vaut pas ta paix. La plupart des gens pensent que se retirer d'une dispute est un signe de faiblesse. Ils pensent que céder le dernier mot signifie perdre. Mais c'est le contraire.
La personne forte n'a pas besoin de se prouver à chaque combat. La personne forte sait que sa dignité ne dépend pas de convaincre celui qui ne veut pas écouter. Fermer la porte n'est pas fuir, c'est choisir de ne pas investir ton énergie dans ce qui ne construit pas. Marc Aurèle conseillait de filtrer ce qui mérite vraiment ton attention. Pourquoi te fatiguer à clarifier ce que l'autre a déjà décidé de ne pas comprendre? Pourquoi continuer à répondre quand les mots ont cessé d'être un dialogue et sont devenus des armes? Dans ces moments, la réponse la plus sage est de terminer la conversation fermement. Ce sujet n'a plus de sens. Je ne vais pas continuer si nous parlons sur ce ton. Ici, je ferme la conversation. Ces phrases ne cherchent pas à humilier, elles cherchent à protéger ta sérénité. Fermer la porte est un acte de pouvoir, car il marque une limite définitive. L'autre peut crier, insister ou faire pression. Mais tu as déjà décidé de ne plus ouvrir. Cette décision change tout. Le feu perd son oxygène, la dispute s'éteint et le contrôle revient à toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. Celui qui sait se retirer à temps montre qu'il n'est pas lié à la nécessité de toujours gagner, mais à la nécessité de préserver ce qui vaut le plus, son calme et son caractère. Épictète rappelait que la liberté consiste à contrôler ce qui dépend de toi, et fermer la porte dépend seulement de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit ou fait, mais tu peux décider quand la conversation est terminée pour toi. Ce n'est pas perdre, c'est te libérer du jeu dans lequel ils essayaient de t'attraper. Dans la vie quotidienne, ce principe devient crucial. Des disputes familiales qui se répètent encore et encore, des débats professionnels qui tournent en rond, des personnes qui cherchent à te provoquer sans intention de résoudre quoi que ce soit. Si tu entres à chaque fois, tu perds de l'énergie. Si tu apprends à fermer la porte, tu conserves ton pouvoir. C'est comme prendre soin d'une ressource limitée. Ton temps et ta paix sont trop précieux pour être offerts à celui qui veut simplement t'entraîner dans son chaos. Sénèque disait que l'homme sage ne se fâche jamais avec les événements, car il sait qu'il ne dépend pas de lui de les changer. De la même manière, l'homme sage ne prolonge pas une dispute qui n'a pas d'issue. Il comprend qu'insister sur elle est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe l'eau que tu verses, il ne se remplit jamais. Fermer la porte, c'est accepter cette réalité et agir en conséquence. Cet acte génère aussi du respect. Quelqu'un qui ne sait pas se retirer montre une dépendance à la validation, mais quelqu'un qui dit « jusqu'ici » transmet indépendance et force. Le message est clair, je n'ai pas besoin de gagner cette dispute pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de t'imposer ma vérité pour maintenir ma valeur. Cette posture désarme et oblige les autres à reconnaître ton caractère, même s'ils ne l'admettent pas immédiatement. Apprendre à fermer la porte ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie être maître de soi. Cela signifie savoir quand un échange a cessé d'être utile et quand il est temps de protéger ton espace. 5. Sois ferme dans ton indépendance. Un arbre solitaire au milieu d'un champ ouvert semble fragile face au vent, mais c'est précisément cette solitude qui le force à enraciner plus profondément que tout autre. Il résiste aux tempêtes qui déracinent des forêts entières parce qu'il a appris à se tenir sans dépendre de ce qui l'entoure. Dans les discussions et dans la vie, il en va de même. Celui qui dépend de l'approbation des autres s'effondre au premier souffle, mais celui qui construit son indépendance devient une présence impossible à briser. Lorsque tu entres dans une confrontation avec le besoin de plaire, de convaincre ou de chercher la reconnaissance, tu as déjà cédé ton pouvoir. Tu deviens vulnérable parce que l'autre sent qu'il a entre ses mains la clé de ta paix. L'indépendance est le contraire. C'est répondre avec la certitude que ta valeur ne réside pas dans le fait qu'on te donne raison, mais dans le fait que tu sais qui tu es. Marco Aurelio le répétait, la tranquillité parfaite consiste à ordonner chaque action comme si c'était la dernière. Ne parle pas et n'agis pas pour plaire, agis selon ta vérité, selon ce que tu considères juste et ferme. Dans une discussion, cela se traduit par des réponses qui marquent clairement ta position sans demander la permission. C'est ton opinion, je maintiens la mienne. Je comprends ce que tu dis, mais je ne vais pas changer ce que je crois correct.
Tu peux penser différemment, mais je ne vais pas bouger mes limites. Ces phrases ne sont pas de l'arrogance, elles sont de l'indépendance mise en mots. La dépendance émotionnelle ou intellectuelle dans un débat est une chaîne invisible. Elle te pousse à réagir pour ne pas décevoir, pour ne pas mal paraître, pour ne pas perdre l'acceptation. Mais le véritable respect naît lorsque tu montres que tu peux rester debout, même si personne n'applaudit. Cette fermeté inspire plus que 1000 tentatives de plaire. Dans la pratique, cette attitude est immédiatement perceptible. Si quelqu'un essaie de te manipuler avec des phrases comme « si tu n'acceptes pas cela, c'est parce que tu ne comprends rien » ou « si tu me respectais vraiment, tu serais d'accord avec moi », ta réponse ferme et indépendante change le cours des choses. Tu n'as pas besoin de crier, il suffit de dire « je peux te respecter sans être d'accord » ou « ton opinion ne change pas ma décision ». En restant sur ce point, l'autre comprend que le chantage émotionnel et la pression sociale ne fonctionnent pas avec toi. Sénèque avertissait que la plus grande richesse est de nécessiter peu. Cela s'applique aussi aux discussions. Moins tu as besoin de l'approbation des autres, plus ton caractère sera solide. L'indépendance te permet de ne pas être pris dans le va-et-vient des émotions des autres. Tu peux écouter, dialoguer, considérer, mais tu ne te brises pas parce que tu ne dépends pas du résultat pour te sentir complet. Être ferme dans ton indépendance ne signifie pas être fermé ou incapable de changer d'opinion. Cela signifie que lorsque tu acceptes un changement, tu le fais à partir de ton choix conscient, pas à partir de la pression. Cela signifie que lorsque tu écoutes, tu le fais à partir de l'ouverture, pas à partir du besoin d'acceptation. Cette différence change tout, car elle montre que ton centre est en toi, et non dans les voies externes. L'indépendance est inconfortable pour beaucoup parce qu'elle les confronte à leur propre vide. Quelqu'un qui se tient sans soutien externe est perçu comme difficile à manipuler, et c'est précisément l'essence de cette leçon. Ne sois pas manipulable, ne sois pas une feuille emportée par n'importe quel vent. Sois cet arbre qui, bien qu'il semble seul, a des racines si profondes que personne ne peut le bouger. Pratiquer cette attitude dans chaque discussion te rappelle que tu n'es pas ici pour gagner l'approbation de tous, mais pour vivre avec cohérence. 6. Rappelle-toi que la véritable autorité naît de l'autocontrôle. Le feu le plus intense n'est pas toujours celui qui ravage tout sur son passage. Parfois, la véritable force réside dans la braise contenue, dans la flamme qui reste ferme, sans déborder, éclairant sans avoir besoin de détruire. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle, la capacité de contenir l'impulsion de réagir avec colère et de démontrer que la véritable autorité n'a pas besoin de bruit ni de violence, car elle émane de la maîtrise intérieure. Dans une discussion, beaucoup pensent que le respect se gagne en criant plus fort, en imposant des mots avec agressivité ou en intimidant avec des gestes. C'est une illusion. Ce qu'ils montrent réellement, c'est leur vulnérabilité, car en perdant leur calme, ils cèdent le contrôle de la situation. L'autorité véritable ne s'impose pas, elle inspire. Et celui qui sait rester maître de lui-même, même si l'autre tente de le provoquer, transmet une force impossible à briser. Marc Aurèle a écrit que celui qui se domine lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des empires. Cette idée résume l'essence de cette leçon. Tu n'as pas besoin de vaincre l'autre dans la discussion. Tu as besoin de te vaincre toi-même au milieu du conflit. Chaque fois que tu choisis de contenir ton cri, chaque fois que tu réponds avec des mots fermes et clairs au lieu d'insultes, tu démontres que ton pouvoir ne dépend pas de l'extérieur, mais de ton caractère. L'autocontrôle agit comme un bouclier invisible. L'adversaire peut lancer des attaques verbales, il peut essayer de te déstabiliser, mais tes émotions restent fermes, sans ouvrir de fissures. Cet équilibre déconcerte parce qu'il rompt l'attente. Le provocateur attend du feu et reçoit de la sérénité. À ce moment-là, le contrôle change de main. Tu contrôles le rythme, tu décides du ton, tu définis comment se termine la scène. Épictète rappelait que tu ne peux pas contrôler ce que disent ou font les autres, mais tu peux contrôler comment tu choisis de réagir. C'est là la racine de l'autorité.
Il n'est pas nécessaire de hausser la voix. Il suffit d'une phrase ferme et calme. Nous pouvons parler mais sans crier « je t'écoute mais pas avec ce ton ». Si tu veux continuer, que ce soit avec respect. Dites calmement. Ces mots deviennent un coup silencieux qui montre clairement qui dirige la conversation. Sénèque appelait la colère une folie passagère. Celui qui se laisse emporter par elle perd la raison, perd sa dignité et devient prisonnier d'un élan. Pratiquer l'autocontrôle, c'est refuser de tomber dans cette prison. C'est choisir de garder la clarté même lorsque la situation semble déborder. Et cette clarté pèse plus que n'importe quelle menace, car elle montre que ta force ne dépend pas du moment, mais de ton intérieur. L'autocontrôle a aussi un effet contagieux. Dans un groupe, il suffit qu'une personne conserve sa sérénité pour que la tension commence à diminuer. Cette présence sereine agit comme une ancre, obligeant les autres à baisser le ton. Le calme ferme a un poids qui désarme plus que 100 arguments. La véritable autorité ne cherche pas à s'imposer. Elle se reflète dans la façon dont les autres ajustent leur comportement en te voyant imperturbable. Dans la vie quotidienne, ce principe peut tout changer. Au travail, face à une accusation injuste, ce n'est pas la fureur qui génère le respect, mais la réponse sereine qui expose les faits sans se troubler. À la maison, lorsqu'une discussion s'intensifie, ce n'est pas la voix la plus forte qui résout, mais celle qui sait rester ferme et poser des limites avec calme. Dans la rue, lorsqu'une personne essaie de te provoquer, ce n'est pas la réaction impulsive qui te protège, mais la capacité d'ignorer la provocation et de continuer ton chemin avec ta dignité intacte. Se rappeler que la véritable autorité naît de l'autocontrôle, c'est comprendre que la force la plus puissante n'est pas celle qui ravage. 7. Protège ton énergie comme ta plus grande richesse. L'or peut se perdre, les propriétés peuvent changer de propriétaire et les titres s'effacent avec le temps. Mais l'énergie intérieure est un trésor qui, une fois gaspillé, ne se récupère pas facilement. Pense à une lampe à huile. Si tu allumes la flamme pour chaque personne qui passe, tu te retrouveras bientôt sans lumière quand tu en auras le plus besoin. C'est ainsi que fonctionne la vie, et surtout les disputes. Chaque mot lancé sans contrôle, chaque réaction excessive et chaque tentative de t'imposer avec fureur est un gaspillage inutile de ta richesse la plus précieuse, ton énergie. Beaucoup entrent en conflit comme s'ils avaient des réserves infinies. Ils crient, insultent, discutent pendant des heures et finissent épuisés, l'esprit épuisé et l'âme brisée. Ils ne se rendent pas compte qu'ils offrent aux autres ce qu'ils devraient protéger avec plus de zèle. L'énergie ne se voit pas mais se ressent, et celui qui la gaspille dans des querelles stériles se retrouve sans force pour ce qui compte vraiment. Protéger ton énergie signifie choisir avec soin où tu l'investis. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, tu as deux choix, lui donner ta paix ou la conserver. La plupart tombent dans le piège et se vident en essayant d'avoir raison. Mais la véritable force réside dans le silence lorsque la discussion ne mérite pas de réponse, dans le calme lorsque les émotions veulent crier et dans le retrait lorsque l'autre partie ne cherche pas à comprendre, mais seulement à décharger son venin. Ce self-control ne te protège pas seulement, il envoie aussi un message puissant. Mon énergie n'est pas à ta disposition, je décide comment l'utiliser. Marc Aurèle conseillait de ne pas gaspiller son âme dans des affaires triviales, car chaque détour enlève de la force à l'essentiel. Il en va de même pour les disputes. À quoi sert-il de gagner un argument si, à la fin, tu perds ton équilibre? À quoi sert-il de prouver que tu as raison si tu finis épuisé d'énergie? Le sage n'est pas celui qui démontre sa puissance à chaque bataille. Le sage est celui qui conserve sa vitalité pour ce qui construit réellement sa vie. Épictète rappelait que tout ne mérite pas une réponse. Le sage choisit quelle voix écouter et quels bruits ignorer. Quand quelqu'un cherche à t'entraîner dans une dispute absurde et que tu choisis de ne pas céder, tu montres que tu valorises ta richesse intérieure plus que la satisfaction immédiate de répondre. C'est du respect pour toi-même, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que le dernier mot.
Sénèque disait que ce qui use l'homme, ce ne sont pas les faits, mais sa façon de les interpréter. Une provocation ne peut te voler ton énergie que si tu décides de réagir comme on s'y attend. Si tu choisis de la regarder avec distance et de répondre avec sérénité, tu conserves ta force intacte. Et cette énergie préservée devient ton avantage, car elle te permet de continuer à avancer dans ce qui compte pendant que les autres se consument dans la flamme de leur propre colère. Protéger ton énergie ne signifie pas toujours éviter les disputes, cela signifie les gérer intelligemment. Il y a des moments où il est nécessaire de répondre, mais le faire avec calme évite le gaspillage inutile. Il y a des situations où se retirer est la meilleure victoire, car ce que tu ne nourris pas s'éteint. Et il y a des occasions où une seule phrase ferme et claire suffit pour clore le conflit sans dépenser plus que nécessaire. Dans la vie quotidienne, ce principe change ta façon de te comporter. Avec ta famille, tu apprends à ne pas répondre à chaque provocation, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que d'avoir raison. Au travail, tu choisis de ne pas t'engager dans des disputes qui ne mènent à rien et tu utilises ton énergie pour montrer des résultats. Dans ton cercle social, tu comprends que tout le monde ne mérite pas la même quantité de ton attention et cela te donne de la liberté. 8. Inspire le respect avec clarté et sérénité. Un phare ne rivalise pas avec la tempête. Il n'essaie pas de crier plus fort que le vent, ni de lutter contre le rugissement des vagues. Il reste simplement allumé, solide, éclairant avec une clarté sereine qui guide tout le monde sans besoin de bruit. C'est l'essence de cette leçon. Le véritable respect ne se gagne pas par la force, ni ne se réclame par des cris. Il s'inspire par le calme et la clarté avec lesquels tu te tiens debout au milieu du conflit. Dans toute discussion, la tentation est de répondre avec la même intensité que l'attaque. Mais lorsque tu choisis cette voie, tu finis par devenir un de plus parmi ceux qui se perdent dans le chaos. Le respect ne s'obtient pas en te rabaissant. Il s'obtient en montrant que peu importe combien le bruit est fort, ta voix reste ferme, claire et sereine. Cette combinaison crée un impact impossible à ignorer. Pense à la différence entre quelqu'un qui crie et quelqu'un qui, avec des mots simples et un ton calme, établit une limite. Le premier cherche à s'imposer, le second inspire le respect. Une phrase courte, prononcée avec sérénité, peut avoir plus de poids qu'une longue chaîne de cris. Des exemples comme « Je comprends ce que tu dis, mais je n'accepterai pas cette façon de parler » ou « Nous pouvons discuter, mais avec respect, ferme les portes au chaos et ouvre des chemins vers la clarté. » Marc Aurèle insistait sur le fait qu'une âme tranquille est plus forte que toute agression extérieure. Épictète rappelait que la dignité d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de la façon dont il choisit de répondre. Et Sénèque affirmait que le calme est le signe du sage, car rien ne démontre plus de pouvoir que de ne pas perdre son sang-froid lorsque les autres le font. Ces enseignements deviennent des outils pratiques lorsque tu comprends que ta sérénité n'est pas passivité. C'est la forme la plus élevée d'autorité. La sérénité au milieu du conflit agit comme un miroir qui oblige l'autre à faire face à son propre débordement. Plus tu parles clairement et calmement, plus la différence entre ta fermeté et son débordement devient évidente. Ce contraste ne te donne pas seulement l'avantage, il fait aussi que les autres perçoivent ta force morale. En silence, ils commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer avec toi, parce que ton calme est un mur qui ne se brise pas. Être clair et serein ne signifie pas être faible ni naïf. Cela signifie que chaque mot que tu prononces a une direction, il n'est pas gaspillé. Cela signifie que tu établis des limites avec élégance, sans insulte, mais sans laisser de doute. Cela signifie que ta position est si ferme qu'elle n'a pas besoin de violence pour se maintenir. Cela génère un respect qui ne peut être obtenu par l'intimidation, car il ne naît pas de la peur. Il naît de l'admiration pour ton caractère. Dans la vie quotidienne, ce principe se traduit par de petites actions qui font la différence. À la maison, lorsqu'une discussion s'enflamme, ta clarté en disant « je ne vais pas entrer dans ce jeu » peut éteindre la tension.
Au travail, ta sérénité face à une accusation injuste montre à tous que l'autorité réelle ne se mesure pas en volume, mais en maîtrise de soi. Dans la rue, ta capacité à ne pas te laisser entraîner par des provocations fait de toi quelqu'un d'impossible à manipuler. Le respect, qui s'inspire par la clarté et la sérénité, reste au-delà de la discussion. Les gens peuvent oublier ce que tu as dit, mais ils n'oublieront pas comment tu l'as dit. Ils se souviendront de ton calme au milieu du chaos, de ta fermeté quand il était plus facile de perdre le contrôle. Et cette image restera comme une marque que personne ne peut effacer. Au final, l'objectif n'est pas de gagner chaque discussion, mais de montrer que ton caractère est au-dessus de toute confrontation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le silence est la réponse la plus puissante qui existe après une rupture ou une trahison. Il n'y a pas de cri, de dispute ou de réclamation qui blesse plus que ton absence. Parce que lorsque tu choisis de te taire et de disparaître, tu ne perds pas, tu désarmes l'autre. Le bruit cherche l'attention, le silence provoque la réflexion, et dans ce vide, le traître est confronté à la seule chose qu'il ne peut pas contrôler, ta décision de ne pas lui donner de pouvoir sur toi. Ne pas réagir est un acte de domination. C'est montrer que tu ne dépends pas de ce qu'ils disent, font ou pensent. Chaque mot que tu tais est un mur, chaque pas que tu fais loin est une déclaration d'indépendance. Et pendant que l'autre attend de te voir supplier, exploser ou te justifier, tu choisis une voie différente. Construire en silence une version de toi-même qui n'a pas besoin d'explication. Le véritable contrôle n'est pas dans la réponse, mais dans le fait de laisser le silence parler pour toi. Parce que là, dans cet espace sans contact, c'est là que tu retrouves ta force. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. C'est le début de ta transformation, le terrain où tu sèmes la discipline, l'autocontrôle et une nouvelle réalité que les autres verront tôt ou tard. Ce n'est pas une vidéo sur la haine ou la vengeance explicite. C'est sur quelque chose de beaucoup plus intelligent et dévastateur. Utiliser ton silence comme la stratégie définitive pour te dominer toi-même, te reconstruire et transformer ta vie en la preuve la plus éloquente que rien ni personne ne peut te détruire. Ici, tu apprendras comment chaque acte d'absence, chaque geste de mystère et chaque pas d'évolution personnelle devient la victoire la plus brutale qu'ils ne pourront jamais ignorer. 1. Maîtrise l'art du silence. Le silence est comme un mur invisible que personne ne peut traverser, un bouclier qui arrête les attaques sans avoir besoin de hausser la voix. Pense à une pièce pleine de cris où, soudainement, quelqu'un garde un silence absolu. L'attention se dirige vers lui, non pas parce qu'il parle, mais parce que son calme devient un pouvoir qui dérange. C'est ainsi que fonctionne le silence après une trahison. Tandis que l'autre attend ta réaction, ta plainte ou tes larmes, tout ce qu'il reçoit est un vide impénétrable qui le force à affronter ses propres actes. C'est là le véritable contrôle, non pas celui qui est gagné avec des mots, mais avec la force de ne pas les prononcer. Maîtriser le silence ne signifie pas fuir ni se cacher, cela signifie choisir de ne pas se fatiguer en explications qui ne changeront rien. Quand quelqu'un te blesse, il s'attend à ce que tu sois prévisible, que tu te défendes, que tu exploses, que tu tentes de te justifier. Ton silence brise ce scénario et désarme l'autre. Tu cesses d'être un pion dans son jeu parce que tu ne lui donnes plus de carburant. C'est comme éteindre un feu, non pas avec de l'eau, mais en lui enlevant l'oxygène. La flamme se consume seule et le silence est cet oxygène que tu retires. Ne pas répondre n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus pure de contrôle. Si tu réponds avec colère, tu livres ton esprit. Si tu discutes, tu montres que tu es encore pris dans cette histoire. Mais quand tu décides de te taire, tu envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Ta vie ne tourne pas autour d'eux.
La discipline du silence exige du courage, car l'ego veut toujours parler, se défendre, crier qu'il ne méritait pas ce traitement. Cependant, quand tu parviens à te contenir, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas tomber dans ce piège. Le silence devient ton arme psychologique la plus dangereuse. Maîtriser l'art du silence signifie aussi apprendre à t'écouter. Au milieu du bruit émotionnel, le silence intérieur te permet de voir clairement ce dont tu as besoin et où tu veux aller. Il ne s'agit pas seulement de faire taire l'autre, mais aussi le chaos interne. Alors que le traître cherche à te faire perdre le contrôle, tu choisis d'utiliser cet espace pour te concentrer sur toi. C'est à ce moment-là que le silence cesse d'être vide et devient une construction silencieuse de ta nouvelle force. Dans la vie quotidienne, pratiquer cet art signifie ne pas réagir à de petites provocations, ne pas répondre à un message qui cherche seulement à te manipuler, ne pas tomber dans des discussions inutiles avec des personnes qui ont déjà montré qu'elles ne valorisent pas ta paix. Chaque fois que tu choisis le silence, tu t'entraînes à te maîtriser toi-même. Et cet entraînement est celui qui te prépare pour les plus grandes batailles, car tu apprends à ne pas te laisser emporter par l'émotion du moment. Le silence, bien utilisé, est un miroir qui renvoie à l'autre l'image de son vide. Pendant que tu avances, ils sont confrontés à l'inconfort de ton absence. Et c'est là la clé. Ton silence n'est pas une indifférence vide, c'est un acte conscient de pouvoir, un rappel que tu n'as rien à prouver. Tu as appris que les mots s'usent, mais le silence reste. Maîtriser cet art, c'est choisir la stratégie des forts. Celui qui crie montre du désespoir, celui qui discute montre de l'insécurité, mais celui qui se tait montre un contrôle absolu. Ton silence n'est pas une reddition, c'est une victoire anticipée. Parce que pendant que l'autre essaie de comprendre pourquoi tu ne réagis pas, tu es déjà à un autre niveau, concentré sur ta croissance, ta discipline et la construction d'une vie qui crie par elle-même que rien ne pouvait arrêter. 2. Coupe le contact sans préavis. Une blessure ne guérit pas si tu continues à la toucher chaque jour. Il en va de même pour les liens brisés après une trahison ou une rupture. Tant que tu continues à alimenter la communication, tu continues à donner vie à ce qui devrait être mort. Couper le contact sans préavis, c'est comme fermer brusquement une porte que l'autre prenait pour acquise. Et cette porte fermée pèse plus lourd que n'importe quel discours, car elle révèle que tu n'as pas besoin d'explications pour retrouver ta paix. Le contact constant est une corde qui maintient deux corps liés, même s'il n'y a plus d'amour ni de respect. En la lâchant, le silence devient un mur et la distance commence à travailler en ta faveur. L'erreur de beaucoup est de prévenir, d'expliquer ou d'avertir qu'ils partent. Cette explication donne à l'autre l'opportunité de manipuler, de justifier l'injustifiable, de créer de nouvelles excuses pour te garder prêt. Mais quand tu décides de couper le contact de manière radicale, tu laisses l'autre face à un vide qu'il ne peut pas contrôler. Ta disparition sans préavis est un choc psychologique qui déstabilise, car il brise l'attente de continuer à avoir accès à toi. Cette absence abrupte, loin d'être un acte cruel, est une déclaration de dignité. Couper le contact signifie éliminer les chemins par lesquels le passé peut entrer. Ne pas répondre aux messages, ne pas vérifier ses réseaux, ne pas chercher d'excuses pour rencontrer cette personne. Il ne s'agit pas d'orgueil ni de mépris, il s'agit de fermer le canal qui maintenait une blessure ouverte. Chaque mot que tu réponds est un pas en arrière dans ton processus de reconstruction. Chaque tentative de maintenir le dialogue est un fil qui renforce la dépendance. Le silence absolu, en revanche, coupe à la racine le pouvoir que l'autre croyait avoir sur ta vie. Dans la vie quotidienne, cela implique d'être ferme avec les limites. Il ne suffit pas de dire « je ne veux pas parler », car cet avertissement peut être négocié, manipulé ou tordu. La véritable coupure est l'action, bloquer, disparaître, te retirer sans préavis. Celui qui apprécie vraiment ton absence le remarquera, et celui qui ne le fait pas continuera simplement son chemin, prouvant qu'il n'a jamais mérité ton énergie. De toute façon, tu gagnes,
parce que tu ne perds pas de temps en explications qui ne font que t'épuiser. Couper le contact est aussi une preuve de force intérieure. Il n'est pas facile de résister à la tentation de vérifier, de répondre, de savoir ce que fait cette personne. L'ego cherche des informations, cherche des signes de regret, cherche des preuves que tu comptes encore. Mais la discipline de ne pas regarder en arrière est ce qui te libère vraiment. Chaque jour sans contact est un jour où tu récupères ton pouvoir. Chaque silence que tu maintiens est une brique de plus dans le mur qui protège ta paix. Celui qui reçoit cette coupure inattendue entre dans un état de confusion. Le vide que tu laisses commence à peser, et l'esprit de l'autre cherche des réponses qui ne viendront jamais. C'est la véritable vengeance silencieuse, non pas la confrontation, mais l'absence qui oblige le traître à faire face à ce qu'il a perdu. Pendant qu'il se noie dans les questions, tu avances sans regarder en arrière. Couper le contact sans préavis est en essence un acte de respect envers toi-même. Cela signifie que ton bien-être vaut plus que toute conversation en suspens, que ta vie ne dépend pas de la validation des autres, et que tu n'as pas besoin de permission pour lâcher ce qui te fait du mal. C'est le début de ton indépendance réelle. Parce que lorsque tu fermes cette porte brusquement, tu ne te sépares pas seulement de la trahison, tu ouvres également la voie à la discipline, à l'autoconstruction et à la liberté. 3. Transforme ton énergie en discipline. La douleur est comme une rivière en crue, elle ravage tout sur son passage si elle ne trouve pas un cours. Une rupture ou une trahison génère cette même force incontrôlée. Des pensées qui se répètent sans cesse, des émotions qui cherchent une issue, des impulsions qui te poussent à réagir. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils laissent l'énergie de la douleur les détruire au lieu de la transformer en pouvoir. La clé est de rediriger ce courant vers un cours solide, la discipline. Car lorsque tu transformes le chaos interne en actions ordonnées, la douleur cesse d'être un ennemi et devient un carburant. Le silence en soi ne suffit pas s'il reste vide. Garder le silence sans but peut devenir un terrain fertile pour l'anxiété. C'est pourquoi la stratégie est de transformer cette énergie que tu dépensais auparavant en disputes, reproches ou surveillances inutiles, en actes concrets qui t'élèvent. Chaque minute que tu ne passes pas à lui parler, chaque pensée que tu ne gaspilles pas à revoir sa vie, doit être investie en toi. Commence par l'essentiel, ton corps. La douleur psychologique a un impact direct sur l'énergie physique. C'est là que tu dois t'entraîner. L'exercice, l'alimentation consciente et le repos ordonné sont des piliers qui transforment l'angoisse en force. Chaque fois que tu soulèves des poids, que tu cours ou que tu t'entraînes, tu façonnes non seulement ton corps, mais aussi ton caractère. La sueur devient la preuve tangible que la douleur se transforme. Alors que d'autres s'attendent à te voir briser, tu es en train de forger une version plus forte de toi-même. Mais la discipline ne se limite pas au physique. Il s'agit aussi de l'esprit. Transformer ton énergie en discipline signifie lire au lieu de te lamenter, apprendre au lieu de t'obséder, travailler sur des projets personnels au lieu de passer des heures dans le vide du souvenir. Chaque habitude que tu construis est une déclaration silencieuse d'indépendance. La personne qui t'a trahi attendait ta chute, mais à la place, elle trouve quelqu'un qui a utilisé cette blessure comme une étincelle pour grandir. Dans la vie quotidienne, la discipline se reflète dans les détails. Te lever tôt même si la tristesse t'invite à rester au lit. Assumer tes responsabilités même si l'esprit te pousse à te distraire. Respecter ta routine même si la douleur veut la briser. Chaque acte de discipline est un coup silencieux qui prouve que tu n'as pas besoin de l'autre pour rester fort. Cette constance quotidienne est celle qui transforme ton silence en une arme réelle, car il n'est plus une absence, mais un progrès. Celui qui observe de loin ton processus est confronté à une vérité inconfortable. Alors qu'il t'attendait affaibli, ta transformation le désarme. Le silence, combiné à la discipline, crée du mystère. Comment a-t-il pu se relever si vite? Comment parvient-il à avancer alors qu'il semblait détruit?
Ces questions deviennent une tempête pour l'autre, pendant que tu continues simplement ton chemin, concentré sur ton évolution. Transformer ton énergie en discipline. Cela signifie que tu ne vas pas gaspiller ce que tu as de plus précieux, ton temps, sur quelqu'un qui est déjà derrière toi. Cela signifie que la blessure ne te coulera pas, parce que tu as choisi de la transformer en moteur qui te propulse. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu découvriras que ce qui semblait être ta plus grande défaite était en réalité le début de ta plus grande force. La douleur incontrôlée consume, mais la douleur disciplinée construit. Et lorsque tu apprends à transformer chaque goutte d'énergie en action ferme, ton silence cesse d'être une simple absence et devient la déclaration la plus forte qui existe. Tu ne m'as pas détruit, tu m'as transformé. 4. Construis une nouvelle réalité. Un incendie ravage tout sur son passage, mais après les cendres, la terre devient fertile pour une nouvelle vie. Il en va de même pour une rupture ou une trahison. Elle détruit la version de la vie que tu avais, mais elle te donne l'opportunité de construire quelque chose de différent à partir de zéro. Et dans cette reconstruction réside ta victoire. Il ne s'agit pas de revenir à la même chose, ni de chercher des remplacements précipités. Il s'agit de construire une nouvelle réalité qui ne dépend pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu es capable de créer. Beaucoup tombent dans le piège de rester dans les décombres, de regretter ce qui a été perdu et de soutenir des ruines qui n'ont plus de sens. Cette attitude prolonge la douleur et donne plus de pouvoir aux souvenirs du traître. Construire une nouvelle réalité signifie que, au lieu de regarder ce qui s'est effondré, tu décides de commencer à construire quelque chose de plus solide, de plus authentique et de plus à toi. C'est prouver que le silence n'est pas seulement une absence, mais la base d'un monde renouvelé. Ta nouvelle réalité commence à l'intérieur. Changer la façon dont tu te parles à toi-même, rompre avec les croyances qui te maintenaient lié et nourrir une mentalité de force. Ce que tu tolérais avant n'a plus de place. Ce qui t'affaiblissait avant devient maintenant une leçon. Cette transformation intérieure est la racine qui soutient ta reconstruction. Parce que si tu ne changes pas à l'intérieur, ta nouvelle vie ne sera qu'un reflet du passé. Mais cela implique aussi l'extérieur. Changer ton environnement, tes routines, voire ton cercle social. La personne qui t'a trahi n'a plus sa place dans l'histoire que tu écris. Chaque décision pratique que tu prends, chaque nouvelle habitude que tu incorpores, chaque nouvel endroit que tu visites devient une brique de cette nouvelle réalité. Et pendant que tu avances en silence, l'autre reste à l'extérieur de ce monde, sans accès ni invitation. Construire une nouvelle réalité n'est pas immédiat. C'est un processus de discipline quotidienne. Cela se reflète dans le travail que tu choisis de faire, dans les objectifs que tu décides d'atteindre et dans la façon dont tu commences à prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. C'est comprendre que la vengeance n'est pas de chercher à faire souffrir l'autre, mais de montrer par ton évolution qu'ils n'ont jamais pu t'arrêter. Parce que quand quelqu'un qui voulait te voir détruit remarque que tu fleuris en son absence, le coup est beaucoup plus profond que toute confrontation directe. Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre le contrôle des domaines que tu as négligés. Si ton énergie était mise dans la relation, tu la diriges maintenant vers tes projets. Si tu donnais ton temps à quelqu'un qui ne l'appréciait pas, tu l'investis maintenant dans des activités qui construisent ton avenir. Voyager, étudier, entreprendre, s'entraîner, tout contribue à cette nouvelle réalité qui laisse le passé derrière. Il ne s'agit pas de prétendre un changement, il s'agit de le vivre vraiment, pas à pas. L'impact psychologique sur l'autre est inévitable. Voir que tu as disparu et, au lieu de t'effondrer, tu as construit quelque chose de nouveau, crée une confusion brutale. Ton silence n'est plus seulement un mur, c'est le début d'une vie où il n'existe pas. Et cette exclusion définitive est la blessure la plus difficile à guérir pour celui qui t'a trahi. Construire une nouvelle réalité, c'est te déclarer maître absolu de ta vie. Cela signifie que ce qu'ils ont essayé de briser est devenu l'opportunité pour toi de devenir plus fort.
C'est regarder les restes du passé et les utiliser comme fondation pour quelque chose de mieux. Et pendant que les autres restent coincés dans la culpabilité ou l'incertitude, tu avances avec la certitude que l'avenir est à toi parce que tu le construis chaque jour en silence, avec discipline et avec une détermination qui n'a pas besoin d'être expliquée. 5. Fais de ton mystère ta force. Le feu éteint dans l'obscurité laisse des braises cachées. Personne ne sait quand elles se rallumeront, ni combien elles brûleront fort. C'est ce que représente le mystère dans ta vie après une trahison. Ne pas montrer chaque mouvement, ne pas donner de signes clairs, ne pas fournir d'explications. La force du mystère réside dans ce qui est gardé, dans ce que personne ne parvient à déchiffrer, dans l'intrigue constante qui devient une punition silencieuse pour celui qui a voulu te briser. Après une rupture, la plupart commettent l'erreur de tout exposer. Ils publient des phrases, postent des photos forcées, lancent des insinuations en espérant que quelqu'un les lise. Cette surexposition non seulement enlève du pouvoir, mais montre aussi un besoin de validation. Le mystère, en revanche, repose sur la réserve. Se taire, disparaître, avancer sans laisser de traces visibles, créer un espace impossible à interpréter. Quand personne ne sait si tu es détruit ou renforcé, le doute devient un tourment pour l'autre, pendant que tu travailles à ta transformation. Faire de ton mystère ta force ne signifie pas feindre ni te cacher, cela signifie réserver ce qui est le plus précieux. Chaque avancée dans ta discipline, chaque pas dans ton évolution est gardé jusqu'à ce que le moment le révèle de lui-même. Le mystère ne se construit pas avec des mensonges, il se construit avec la décision de ne pas donner accès. Tes plans, tes réussites, tes changements t'appartiennent d'abord à toi, pas au monde. Et cette intimité multiplie la puissance de ton processus. Dans la vie quotidienne, le mystère se reflète dans la manière d'agir avec discrétion. Il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque objectif, d'expliquer chaque décision, de justifier chaque mouvement. Le véritable pouvoir réside dans la surprise, pas dans l'annonce. Quand quelqu'un découvre soudainement que tu as changé d'environnement, que tu as amélioré ton physique, que tu as grandi dans tes projets ou que ta vie a pris une direction complètement nouvelle, l'impact est plus fort que n'importe quelle annonce. Le mystère protège aussi ta paix. En gardant ta vie réservée, tu réduis l'influence du jugement externe, les tentatives de manipulation et les critiques vides. Celui qui ne sait rien de toi ne peut pas te contrôler. Celui qui n'a pas accès ne peut pas altérer ta route. Le mystère fonctionne comme un mur invisible qui te donne la liberté de bouger sans rendre de compte ni t'exposer aux attentes des autres. Pour celui qui t'a trahi, ce mystère est un poison lent. L'esprit ne tolère pas les vides, il a besoin de les remplir avec des suppositions, et quand il n'obtient pas de réponse, il commence à inventer. Cette personne se demande où tu es, ce que tu fais, si tu as souffert ou si tu as fleuri, et aucune de ces questions ne reçoit de réponse. Le silence combiné au mystère crée un effet dévastateur. Pendant que tu avances calmement, il se consume dans l'incertitude. Les gens ne valorisent pas ce qui est montré sans mesure, mais ce qui est caché, ce qui n'est pas facilement donné, suscite l'admiration et la curiosité. Tes silences, ta réserve, ta capacité à disparaître du radar sans donner d'explication, te placent au-dessus du bruit commun. Tu cesses d'être prévisible, tu deviens une énigme, quelqu'un d'impossible à déchiffrer et donc d'impossible à contrôler. Faire de ton mystère ta force, c'est choisir de garder un silence stratégique, de réserver tes avancées et de protéger ton énergie. Ce n'est pas de l'indifférence vide, c'est de l'intelligence appliquée. Ce n'est pas te cacher, c'est augmenter ta valeur à travers ce que tu tais. Parce que ce que personne ne peut déchiffrer est respecté et ce que personne ne peut atteindre est admiré. Le mystère fait de ton processus un territoire inaccessible pour le traître et une source inépuisable de pouvoir pour toi. 6.
Montre ta transformation de manière subtile. Les montagnes ne font pas de bruit lorsqu'elles grandissent. Elles s'élèvent avec patience, avec fermeté et sans demander la permission à personne. C'est l'essence de montrer ta transformation après une rupture ou une trahison. Tu n'as pas besoin de crier ce que tu accomplis. Tu n'as pas besoin de démontrer chaque progrès. Il suffit de vivre de telle manière que les autres le perçoivent sans que tu dises un mot. La grandeur réelle ne s'annonce pas, elle se prouve par les résultats. L'erreur commune est de vouloir que le monde, et surtout celui qui t'a blessé, voit immédiatement ton progrès. Ce besoin de reconnaissance externe révèle une faiblesse, car tu continues à donner ton pouvoir à la validation des autres. La véritable transformation se construit en silence, pas à pas, et apparaît devant les yeux des autres de manière inévitable, comme le soleil qui finit par se lever chaque matin. Elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle se produit simplement. Montrer ta transformation de manière subtile signifie que tu ne te vantes pas, tu vis simplement. Tu ne remplis pas tes réseaux sociaux de phrases de dépassement de soi forcées, tu ne cherches pas d'applaudissements ni de confirmation, tu laisses les faits parler. Ta discipline corporelle se remarque lorsque les gens te voient plus fort. Ton focus mental se reflète lorsque tu affrontes la vie avec calme. Tes réussites professionnelles apparaissent sans besoin de proclamation. Chaque détail parle de lui-même, sans besoin d'ornement. Cette subtilité a un impact psychologique puissant. Pour celui qui espérait te voir vaincu, chaque signe de ta croissance est un rappel de son erreur. Et le plus douloureux est que tu ne le cries pas, tu ne l'utilises pas comme une arme directe, tu existes simplement de manière plus élevée. Cette indifférence subtile est plus dévastatrice que toute confrontation ouverte. Dans la vie quotidienne, cela signifie agir avec cohérence. Si tu travailles sur toi-même, tu ne le dis pas, tu le montres. Si ton focus est de grandir, tu ne l'annonces pas, tu le vis. Si ton but est de devenir quelqu'un de plus fort, la preuve sera ta discipline, ton attitude et la manière dont ta présence change avec le temps. Les gens remarquent quand quelqu'un se transforme vraiment, car il n'y a pas besoin d'explication. Le secret réside dans la constance. Changer les habitudes, améliorer ton physique, renforcer ton esprit, construire de nouveaux objectifs. Chacune de ces étapes crée un changement visible, mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas chercher à être remarqué, de laisser cela arriver seul. Cette attente patiente multiplie l'effet, car lorsque finalement ta transformation est vue, la surprise génère un impact beaucoup plus grand que si tu l'avais montré dès le début. Ils s'attendent à ce que tu utilises chaque opportunité pour montrer que tu vas mieux, car cela leur confirmerait que tu penses encore à eux. Mais quand tu ne donnes pas de signes, quand tu avances simplement sans bruit, tu les laisses pris dans l'incertitude. Ils voient un changement, mais ne parviennent pas à le mesurer. Ils sentent ta croissance, mais ne trouvent pas de moyen de la comprendre. Cette ambiguïté les désarme, pendant que tu continues ton chemin en paix. Montrer ta transformation de manière subtile n'est pas te cacher, c'est respecter ton processus. C'est comprendre que la grandeur ne se négocie pas avec des applaudissements, mais se consolide avec la discipline. La véritable force n'a pas besoin de témoins immédiats, car tôt ou tard, il sera impossible de la cacher. Et quand cela arrivera, ta simple présence sera suffisante pour montrer que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu es rené. C'est la victoire finale. Pas le bruit, pas la vengeance explicite, mais la subtilité de montrer que tu es devenu quelqu'un de plus fort, sans avoir besoin de le proclamer. Parce que dans la vie, comme les montagnes, ce qui grandit en silence impose toujours le respect. 7. Répondez avec une indifférence calculée. La glace ne crie pas pour geler, elle reste simplement froide et ferme jusqu'à ce que tout autour d'elle se rende à sa présence. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence calculée. Ce n'est pas un éclat, ce n'est pas de l'apathie insensée. C'est une décision consciente de ne pas laisser ce que font ou disent les autres avoir du pouvoir sur vous. Après une trahison, on attend de vous du feu, une réaction immédiate, une preuve qu'ils ont encore le contrôle. Leur donner de l'indifférence, c'est montrer que ce contrôle est terminé, que maintenant votre centre est en vous et rien d'autre. Répondre avec indifférence calculée
ne signifie pas prétendre que vous ne vous souciez pas, mais démontrer que votre vie continue sans avoir besoin de dépenser de l'énergie dans ce qui ne mérite plus d'attention. C'est agir à partir de la maîtrise de soi, sachant que chaque geste de froideur pèse plus que 1000 mots. Le traître cherche la validation à travers votre douleur, mais quand il reçoit le calme, la neutralité et l'absence d'intérêt, il ressent le vide le plus dévastateur, celui de ne rien signifier. L'indifférence calculée est une arme psychologique, car il ne s'agit pas de fuir ou de nier, mais de choisir quand et comment montrer que quelque chose a cessé de vous affecter. Ce n'est pas un silence total comme la coupure de contact. C'est un langage qui s'exprime par des gestes, des regards, la façon dont vous répondez sans enthousiasme ni dévouement. Chaque réaction mesurée montre clairement que le lien a perdu de sa force. Votre ton, votre distance, votre manque d'effort parlent pour vous et construisent un message plus puissant que toute confrontation. Dans la vie quotidienne, cette attitude se reflète dans le fait de ne pas donner plus que nécessaire. Répondre de manière brève, sans émotion supplémentaire, sans longues explications. Garder son calme dans des situations où vous auriez explosé auparavant. Ne pas réagir avec colère ni supplication, mais avec cette sérénité qui désarme. L'indifférence calculée signifie que vous ne vous traînez pas, mais que vous n'agissez pas non plus avec haine. C'est être à un point médian, où ce que vous faites ou dites ne laisse pas de place pour que l'autre reprenne le contrôle de votre esprit. La discipline est la clé ici. L'ego veut toujours prouver que vous avez encore de la valeur, que vous pouvez encore répondre avec force, mais tomber dans ce piège vous fait perdre le contrôle. L'indifférence, en revanche, exige de la patience. C'est contenir l'impulsion et montrer qu'il n'y a plus rien à donner. Au final, l'indifférence n'est pas une froideur absolue, mais une gestion intelligente de votre énergie. Vous donnez juste ce qu'il faut, jamais plus que ce qu'il mérite. Pour celui qui vous a trahi, recevoir de l'indifférence est un coup à l'orgueil. Il s'attendait à des disputes, des larmes, des preuves qu'il compte encore. Mais à la place, il trouve de la neutralité, des réponses sèches, un mur de calme qu'ils ne parviennent pas à franchir. Cette réaction brise leur récit, car elle les oblige à affronter la vérité. Ils n'ont plus de place dans votre vie, ils n'occupent plus la place qu'ils croyaient assurée. Et cette constatation est beaucoup plus douloureuse que toute réclamation. Le plus puissant de l'indifférence calculée est qu'elle n'est pas un masque, elle est le reflet de votre nouvel état. Cela signifie que vous avez appris à ne pas dépenser d'énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Cela signifie que votre paix est plus importante que toute provocation. Cela signifie que votre vie ne dépend plus de ceux qui vous ont déçus. Vous répondez avec indifférence non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez choisi de ne pas montrer de faiblesse. Votre froideur mesurée est un rappel que le pouvoir n'est plus entre les mains de l'autre. Et lorsque votre silence, votre mystère et votre transformation se combinent avec cette attitude, le résultat est imparable. Il se noie dans l'impuissance, tandis que vous avancez léger, maître de vous, maître de votre histoire. C'est la victoire qui n'a pas besoin de bruit, car elle s'impose d'elle-même. 8. Fais de ton évolution ta vengeance. L'acier ne se forge pas dans le calme. Il est moulé dans le feu et le marteau jusqu'à devenir indestructible. Il en va de même pour toi après une trahison. La douleur est le feu. La discipline est le marteau et ta nouvelle version est l'acier qui émerge du processus. La meilleure vengeance ne se trouve pas dans les mots blessants ni dans les démonstrations de rancœur, mais dans l'évolution que tu réalises à partir de ce qui a tenté de te détruire. Lorsque tu te reconstruis en silence et que tu deviens quelqu'un de plus fort, le coup que reçoit l'autre est beaucoup plus dévastateur que n'importe quelle réponse immédiate. La plupart des gens cherchent une vengeance directe, discuter, pointer du doigt, exposer le traître, essayer de lui faire ressentir la même douleur. Mais cette réaction ne fait qu'alimenter son pouvoir, car elle montre qu'il occupe encore de l'espace dans ton esprit. La vraie victoire est de montrer que la tentative de te briser est devenue le moteur de ta transformation. Tu n'as pas besoin de pointer du doigt. Ta croissance parle d'elle-même.
Chaque pas ferme, chaque réalisation, chaque changement interne et externe est un rappel silencieux que ce qui ne t'a pas tué t'a rendu plus fort. Faire de ton évolution ta vengeance implique de changer ta perspective. Tu ne vois pas la trahison comme une fin, mais comme le début d'une étape où tu décides de t'élever. La douleur cesse d'être une chaîne et devient un moteur. Chaque entraînement que tu fais, chaque habitude que tu maintiens, chaque objectif que tu atteins, fait partie de cette évolution. Tu ne te lèves pas pour prouver quelque chose à l'autre, tu te lèves parce que tu le mérites, parce que ta vie ne s'arrête pour personne. La discipline est le cœur de ce processus. Transformer tes blessures en carburant nécessite de la constance, pas des impulsions passagères. C'est te lever quand ton esprit te demande d'abandonner. C'est travailler sur ton corps et ton esprit avec patience, sachant que la transformation ne sera pas immédiate, mais sera inévitable. Et cette constance est ce qui fait de ton évolution une arme imparable. Car quand ils s'y attendent le moins, ils verront quelqu'un de méconnaissable, quelqu'un qui a utilisé la douleur comme matériau de construction. Dans la vie quotidienne, ton évolution se remarque dans la façon dont tu vis. Tu n'es plus la personne qui s'accrochait à ce qui ne la valorisait pas, tu es maintenant quelqu'un qui avance avec assurance. On le remarque dans tes habitudes, dans ton attitude, dans ta présence. Les gens perçoivent qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de différent qui brille en toi, et cette lueur n'a pas besoin d'explication. Pour celui qui t'a trahi, cette lueur est insupportable, car elle confirme qu'il a perdu quelqu'un qui non seulement s'est relevé, mais s'est élevé plus haut qu'il n'aurait jamais imaginé. L'évolution est aussi un acte de justice silencieuse. Tu ne cherches pas à blesser l'autre, mais en grandissant, en te transformant, en surmontant ce qui semblait impossible, tu génères inévitablement en eux une confrontation avec leur propre médiocrité. Pendant que tu avances, ils restent coincés dans leur même schéma, et la comparaison devient un miroir cruel qu'ils ne peuvent éviter. C'est l'essence de la vengeance la plus puissante, ne pas détruire l'autre, mais montrer avec ta vie ce qu'ils ne pourront jamais arrêter. Faire de ton évolution ta vengeance n'est pas vivre avec rancœur, c'est vivre avec un but. C'est choisir de ne pas être défini par ce qui s'est passé, mais par ce que tu décides de construire à partir de cela. C'est prouver que le silence, la discipline, le mystère et l'indifférence n'étaient pas de simples stratégies temporaires, mais des étapes d'un processus qui t'a conduit à renaître plus fort. Quand ton évolution parle, il n'y a pas d'argument qui puisse la contredire. Le traître peut inventer des excuses, justifier ce qu'il a fait, mais rien n'efface le fait que la personne qu'il a tenté de détruire a fleuri en son absence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.